Après cette bonne dose d'optimisme et d'espoir sur la situation financière des villes, elle préfigure ce que va être nos prochaines années, puisqu'il va y avoir 2 milliards d'habitants. On va atteindre 9 milliards d'ici une dizaine d'années. Et ces habitants vont vivre dans les villes. On a passé aujourd'hui 50% de la population qui habite dans les villes. On sera à 75% de la population qui habitera dans les villes dans 10 ans. Et 80% de la croissance mondiale se fera dans les villes, et principalement dans les villes, dans les pays émergents. Donc, comme nous fabriquons des avions, des moteurs pour les avions, nous fabriquons des locomotives pour les trains, nous fabriquons de l'énergie, tout ce qui permet de fabriquer de l'énergie, que nous fabriquons des IRM, des scanners pour permettre de soigner les gens, que nous sommes dans la mobilité, dans l'efficacité énergétique et dans la mobilité et les transports. Évidemment, le cœur du sujet, c'est celui des villes. Alors certes, il y a la situation financière des villes, il y a la situation financière des États, il y a la situation de l'Europe, mais il y a aussi beaucoup de choses positives qui sont en train de se passer. Et il faut le regarder du côté de la technologie. À chaque fois qu'il y a eu des moments, regardez dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des historiens, des économistes qui vous ont expliqué que la catastrophe était au bord du chemin et que si on allait faire un pas de plus, on allait tomber dans la falaise, on oublie toujours qu'il y a des progrès technologiques gigantesques. Alors si moi, il y a un message que je voudrais faire passer, c'est que nous, les industriels, nous sommes là pour vous apporter des solutions. Et les solutions, elles sont là, elles existent. Seulement, il nous faut des interlocuteurs, des partenaires, madame, qui osent, avec nous, prendre le risque. Parce que les technologies du futur, ce qui va nous permettre de faire de l'économie durable, impose qu'on prenne sa part de risque. Pas simplement sur la technologie, puisque ça c'est notre responsabilité, mais sur le modèle économique qui va prévaloir. Et pour ça, je vais juste vous donner quelques exemples, parce que finalement, il n'y a que dans la réalité concrète qu'on peut toucher du doigt tout ça. Que fait-on pour les bidonvilles de Rio, les bidonvilles d'Inde, les bidonvilles d'Afrique, pour qu'ils aient accès à l'eau, à l'électricité et à la santé? On peut évidemment construire des hôpitaux géants, mais dans les bidonvilles, il leur faut 1h30 pour venir se faire soigner, donc les gens viennent quand il est trop tard. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un partenariat avec la ville de Rio et avec le secrétaire d'État à la santé du Brésil, et on a construit des camions mobiles, des cardiomobiles, qui vont dans les bidonvilles, qui s'installent pendant 1 mois, qui vont examiner la population. Et puis on s'est rendu compte que ça n'était pas suffisant. Donc on est en train de tester des appareils extrêmement simples, avec un sac à dos, où les infirmiers, les infirmières peuvent aller voir les gens, parce que dans les bidonvilles, souvent ça monte, c'est sur les collines, voir les gens, les examiner, faire un pré-examen, et puis savoir s'il faut les emmener, soit au cardiomobile, soit à l'hôpital. C'est l'idée tout simplement que la santé vient vers les gens, parce que les gens n'ont pas la capacité d'aller à la santé. Et tout ça, comment c'est possible? Tout simplement grâce au numérique. Parce qu'on a fabriqué un outil qui a la taille de ce téléphone portable et qui permet de faire des ultrasons. Alors certes, pas aussi sophistiqué que celui que vous pouvez trouver à l'hôpital, mais qui vous permet de faire une première détection. Mais ce qui est très intéressant, et là je me tourne vers mon voisin, c'est que nous avons fait quasiment la même chose, nous sommes en train de faire quasiment la même chose pour le Japon. Puisque, vous le savez, on l'a un peu oublié un peu vite, mais le Japon a subi un tsunami qui a détruit 500% de la côte, et vous me corrigerez si je me trompe, environ 90 000 personnes qui sont déplacées et qui le seront pour longtemps. Parce que le temps de désabler, de nettoyer, de savoir où on va reconstruire, ça va prendre au moins 2 ou 3 ans, même dans un pays comme le Japon, qui a su admirablement organiser la suite du tsunami, replacer les gens, etc. Et donc on est en train de construire des petits camions qui vont vers ces populations-là et qui vont permettre de faire les premiers examens, parce que vous avez certaines villes où tous les hôpitaux ont disparu. Moi, j'ai visité une ville il n'y a pas très longtemps où il y avait 5 hôpitaux, il n'en reste plus qu'un.
et toutes les informations ont disparu. Donc tout ça pour dire que l'idée d'aller vers les gens, vers la santé des gens, c'est le monde émergent qui nous l'apprend, mais ces technologies et ces savoir-faire, nous pouvons les ramener chez nous. Je vais vous donner un deuxième exemple, toujours dans la santé. Nous venons en France de faire le premier, ce qu'on appelle cloud computing. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, on appelle ça l'information dans les nuages en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on vendait des IRM, des scanners dans les hôpitaux, des mammographes qu'on fabrique en France. Et puis, on avait doté les hôpitaux d'appareils qu'on appelle les PACS, qui permettent de faire la gestion de données. Donc, les hôpitaux étaient obligés d'avoir des informaticiens qui allaient traiter ces données. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On leur propose, avec Orange, d'externaliser tout ça et de payer simplement à l'image. Ce qui veut dire que l'hôpital revient à son métier principal, qui est de soigner les gens autour de l'image, d'apporter cette image aux patients, à l'administration et aux médecins, mais surtout vous-même. Vous pouvez aller chez votre médecin, dans une autre clinique, avec les éléments de votre dossier qui sera téléchargé et d'avoir cette santé qui vous est accessible. Et puis, je vais prendre un autre exemple qui n'est pas dans le domaine de la santé, mais qui est dans le domaine de l'énergie. Tout le monde parle de l'efficacité énergétique. Comment on aménage l'efficacité énergétique dans les villes. On peut parler de l'eau intelligente. Parce qu'après tout, à partir du moment où vous allez avoir un compteur intelligent qui va être chez vous et qui va vous permettre de savoir, non pas un mois après, regardez terrifié quelle est la facture que vous devez payer parce que vous avez trop consommé d'électricité sans savoir pourquoi. Maintenant qu'avec des compteurs intelligents, vous allez savoir combien vous consommez quand vous utilisez votre lave-vaisselle, quand vous utilisez votre lave-linge, quand vous ouvrez votre frigo, pourquoi ne pas aussi savoir combien cela vous coûte de prendre une douche, combien de litres d'eau, combien d'énergie ça consomme, etc. Rendre le consommateur intelligent. Je vous donne ces quelques exemples, tout ça, et je pourrais en prendre plein d'autres, notamment dans tout ce qui est l'organisation du système énergétique dans un pays comme la France, entre celui qui le produit, comment on fait venir, comment on fait connecter le solaire, l'éolien, toutes ces énergies renouvelables avec l'énergie thermique. Mais tout simplement pour vous faire toucher du doigt que la technologie, elle est là. Il faut qu'on construise des nouveaux business models. Et je voudrais terminer par un exemple qui est celui de la voiture électrique. Nous avons tous aujourd'hui, vous voyez tout ça, moi je suis très fière d'être la première femme à avoir une voiture électrique, puisque je l'ai depuis 1 an. J'en suis ravie, je vous la recommande. C'est très amusant de conduire une voiture électrique. Ça démarre plus vite au feu rouge que n'importe quel Porsche, pour ceux qui aiment la vitesse. La voiture électrique, quel va être le système? Est-ce que ça va être le système de location? Est-ce que ça va être le système de la voiture partagée? Comment va-t-on organiser le réseau électrique autour de la voiture électrique? Toutes ces questions-là, il faut qu'on y réponde. Nous avons des éléments de réponse techniques. Nous ne fabriquons pas de voiture électrique, mais nous fabriquons tout le système qui va autour de la station de recharge, à ce qui va dans la maison, ce qui va dans les buildings, ce qui va dans les routes et dans l'environnement. Mais on ne peut pas le faire seul. Il faut qu'on le fasse avec vous, les architectes. Il faut qu'on le fasse avec vous, les responsables des villes. Il faut qu'on le fasse avec les autres acteurs du privé. Mais il faut pour ça que chacun se retrousse ses manches, prenne son courage, prenne son risque. Et je ne veux pas paraphraser René Char qui disait qu'il fallait prendre sa chance et son risque et qu'à se regarder, on s'habituerait. Mais c'est un peu ça que je voulais dire ici. Nous sommes prêts. Nous attendons des gens audacieux qui ont envie de tenter la chance pour que justement ces villes, endettées ou pas, puissent trouver le nouvel essor économique.